Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur le meurtre ignoble de la petite Lola, 12 ans, qui a choqué absolument tout le monde. Les réactions politiques, on l'a évoqué, sont très nombreuses, notamment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les détails avec Clémence Barbier. Le parcours de la principale suspecte du meurtre de Lola est au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Depuis août dernier, elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans l'hémicycle, le député LR Éric Pauget interpelle le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Une fois de plus, le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est évident. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte. La polémique sur le profil de cette femme de 24 ans d'origine algérienne en situation irrégulière a débuté dimanche sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour a été le premier à pointer du doigt la nationalité des suspects dans cette affaire. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, surenchérit. Vous nous devez pourtant d'apporter des réponses et des solutions urgentes et intransigeantes pour que la loi soit appliquée et respectée dans notre pays. Elisabeth Borne pointe l'indécence de ce débat. Un peu de décence, Madame la Présidente. D'abord, respectons la douleur de la famille et laissons la police et la justice faire son travail. Jordan Bardella avait de son côté dénoncé dans un tweet le silence du président. Emmanuel Macron a reçu ce matin à l'Élysée les parents de la jeune Lola. Un peu de décence, demande Elisabeth Borne à Marine Le Pen. Sébastien Chenu, vous n'avez pas l'impression de faire de la récupération politique de ce meurtre ? Non, pas du tout, j'en parlais tout à l'heure. Je disais que la récupération, cet argument de la récupération, c'est celui de ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui ne comprennent pas les Français d'ailleurs, qui ne comprennent pas l'émotion légitime des Français. Il n'y a pas eu un mot du gouvernement pendant 4 jours, silence radio. On détournait le regard. Seulement aujourd'hui, Emmanuel Macron a reçu les parents. C'est bien long. Pas un mot du président de la République alors qu'il tweete régulièrement sur des tas de sujets. Mais vous savez que ce gouvernement, c'est jamais de leur faute en réalité. Ils sont jamais responsables de rien. Le pays craque de toutes parts. C'est jamais eux. Ils sont jamais au rendez-vous des responsabilités. Or, la première qualité d'un homme politique, c'est d'être responsable, d'assumer ses choix politiques, d'en assumer aussi les conséquences. Eh bien, nous avons là un gouvernement d'irresponsables, des gens qui ne savent pas assumer leurs choix et leurs non-choix politiques. Et puis, surtout, ils ont la vérité qui leur saute aux yeux, c'est-à-dire le lien entre immigration et puis délinquance, il est avéré. Il saute aux yeux de tout le monde, sauf d'un gouvernement qui se cache derrière peut-être demain des marches blanches ou des propos comme cela. Mais la vérité les rattrape malheureusement. Alors, Maître Bolnadel, vous réagissez à ça ? Ce gouvernement voudrait qu'on en reste aux bougies allumées. Dans un domaine assez parallèle, parce que Madame Borne qui somme d'être dans le silence pendant la période de deuil. Moi, j'ai défendu dans un domaine voisin, finalement, 2 familles éplorées. La première, c'était la famille Halimi. Je peux vous dire qu'elle était très encolérée et du silence. Puis ensuite, ça a été la famille de Mireille Knoll. Et quand elle a été portée par le peuple français et que l'antisémitisme islamique a été mis en cause, je peux vous dire que ça a apaisé un peu la douleur. Donc je comprends mal de vouloir imposer le silence dans cette histoire-là de la part de Madame Borne, que je ne considère d'ailleurs pas comme responsable de quoi que ce soit. Je ne suis pas dans ce genre de vendetta politique. Mais le problème, effectivement, des irréguliers étrangers, il est cruellement posé, y compris dans cette affaire, même si évidemment ça n'a rien à voir, cette affaire exceptionnelle n'a rien à voir avec l'insécurité habituelle portée par l'immigration sur les problèmes de vol ou autre. Cette affaire-là, elle est hors norme. Elle est hors norme, bien entendu. Bien entendu. Non, je pense que la faute du gouvernement, c'est de se réfugier simplement dans le silence. Moi, si j'avais été amené à répondre, j'aurais dit il y a un temps de recueillement, mais par ailleurs, il y aura un temps de leçon politique et donner le sentiment qu'on ne va pas esquiver les questions qui sont posées. Je veux dire, il y a un lien, évidemment, on voit bien sur la délinquance et les flux migratoires tels qu'ils sont organisés dans ce pays. Il y a un débat politique à avoir. Il ne faut pas réduire la délinquance qu'aux flux migratoires.
Bon, il y a des solutions nouvelles à apporter parce qu'il y a des dispositifs qui marchent pas. C'est vrai que si on donne le sentiment que on veut pas aborder ces questions politiques et qu'on est dans le déni, évidemment, après, on se fait rattraper par tous les agitateurs possibles et imaginables. Madame Borne, elle aurait pu avoir un mot aussi en disant « Je regrette que la loi n'ait pas été appliquée, je regrette que ça ne fonctionne pas, on va faire quelque chose. » Non, mais rien. En fait, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Vous êtes des salauds, vous êtes indécents, silence pour tout le monde, silence dans... C'est pas comme ça qu'on aborde des sujets qui émeuvent à ce point la société française. J'aimerais qu'on écoute le commissaire Mathieu Vallet qui était nous invité il y a quelques instants. Il estime que c'est une affaire qui ébranle la République. Écoutez-le. C'est une affaire qui ébranle la République parce que on peut tous ici, qu'on soit père ou pas de famille, avoir une pensée pour ces deux parents dont la fille a été tuée dans les conditions ignobles et barbares que aujourd'hui tout le monde connaît. D'abord, je veux rendre effectivement hommage à ces policiers qui, dès vendredi soir, lorsque les parents ont signalé la disparition de leur fillette de 12 ans, ont tout mis en œuvre pour la retrouver vivante. On a un chien pisteur qui est venu sur le site de l'habitation des parents pour essayer de retrouver la trace de cet enfant. On a les policiers qui ont fait des recherches très profondes dans le 19e arrondissement. Et ensuite, effectivement, malheureusement, quand il y a eu cette découverte macabre de cette fillette de 12 ans dans une valise, la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a été sur le pont tout le week-end. Voilà pour le commissaire Vallet. Louis Dragnel, l'enquête se poursuit évidemment. Dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines heures, il y aura une expertise psychiatrique de cette femme de 24 ans qui devra dire si elle est capable d'être jugée ou pas. Absolument. Alors déjà, qui vérifiera si elle peut continuer sa détention à la prison de Fresnes ou si elle a besoin de soins psychiatriques. Et dans ce cas-là, il irait plutôt à Villejuif. Ensuite, effectivement, va être au cœur du procès. Toute la question, c'est de savoir si la meurtrière présumée est responsable, était en possession de ses moyens, de ses capacités, et donc de savoir si à la fin elle pourra purger une peine comme toute personne classique qui commet ce type d'atrocité. Et je pense, c'est là où aussi je repense à ce que disait Éric Dupond-Moretti tout à l'heure. Si on n'a pas le droit de parler des raisons qui ont conduit Lola à être assassinée, si on n'a pas le droit de parler ensuite des problèmes pour lesquels éventuellement la meurtrière présumée ne purge pas de peine, mais ça sert plus à rien de faire de la politique, ça sert plus à rien de s'intéresser à ces sujets-là. Et du coup, je trouve vraiment regrettable que le gouvernement comme ça ferme le banc d'emblée, mais c'est le meilleur moyen de faire exploser la boîte à fantasmes. Il devrait mettre sur la table tous les dysfonctionnements, les problèmes. Et en plus, le pire dans cette histoire, c'est que les Français le savent. Ils n'ont pas besoin d'allumer CNews ou de nous écouter ou de nous regarder pour comprendre ça. Ils ont tout à fait compris, parce que c'est le réel, c'est le quotidien, c'est ce que les gens voient de plus en plus, à la fois quand ils regardent les journaux, dans leur vie, et c'est vrai qu'il y a un changement de la société, à la fois l'ensauvagement, à la fois aussi l'immigration qui est de plus en plus nombreuse, de plus en plus visible en France. Si vous voulez, avec 271 000 titres de séjour délivrés chaque année, année après année, ça finit par se voir. Et avec des gens qui ne sont plus du tout assimilés. Mais à la limite, je leur en veux même pas. Sur l'assimilation. Aujourd'hui, un étranger qui arrive sur le territoire français et qui veut s'en sortir, s'il est assimilé, il le doit qu'à lui-même. La France ne lui offre rien. Non mais parce qu'on n'a plus les capacités, on n'en est plus là. Mais c'est ça que le gouvernement, je pense, n'a pas encore compris. Julien Drey, le gouvernement est en décalage, est en retard par rapport à l'opinion publique ou pas ? Non, je veux dire, il y a un décalage parce que sur le fond, les dispositifs législatifs qui sont en place ne sont pas efficaces et qui, pour l'instant, il ne veut pas essayer d'aborder la question en trouvant des solutions nouvelles. Et c'est ça qui crée c'est ça qui crée la gêne aujourd'hui. Bon, il y a un moment donné où il faut comprendre que les situations ont évolué et comme elles ont évolué, comme il y a des choses qui ne sont plus maîtrisées, comme il y a des lois qui sont plus appliquées, il faut changer les dispositifs. Et c'est pour ça que je pense que je maintiens que la faute du gouvernement là, dans les jours qui viennent de s'écouler, ça aurait dû être de dire, d'abord, il y a un temps d'émotion, nous y sommes, et il y aura un temps de leçons politiques et de conséquences par rapport à ces situations-là, parce que il y aura forcément, et il devrait y avoir des conséquences. Il y aura même un autre débat sur les responsabilités pénales, parce que le problème, ça, maître, vous savez comme moi. Alors quel débat ? Attendez, Julien Drey, allez-y. On l'a déjà eu dans une autre affaire. Bon, voilà, on va bien qu'il... La responsabilité pénale. Il y a beaucoup de débats derrière. Il y a effectivement les responsabilités pénales, les moyens sur la santé mentale, la problématique migratoire. Il y a beaucoup de débats et de tiroirs dans ce genre de dossier. Maître Golnadel. Comme je disais hier, quelqu'un qui se livre à un tel
tel assassinat précédé d'un viol, et la manière dont ça peut pas être un modèle d'équilibre. Maintenant, la loi, il faut que le discernement soit totalement aboli. Totalement aboli. S'il n'est que partiellement aboli, alors elle n'échappe pas, à la sanction pénale. Mais ça, aujourd'hui, je suis complètement incapable de le dire. La question de la perpétuité totale pour une femme. Pardon ? Il y a la question de la perpétuité totale pour une femme. En plus. Pas simple. Oui, mais bon. Oui. Mais de toute façon, il n'y a plus de perpétuité totale, déjà. C'est encore un autre débat. C'est que quoi qu'il arrive, quand bien même la justice serait implacable, qu'elle ne passera pas sa vie en prison. Bon, donc voilà. Et pour le reste, la posture, vous comprenez, la posture de ce gouvernement, ça a été souvent de passer son temps à rire ou à tenter d'humilier ou à tenter d'exclure, justement, en les taxant de racistes, tous ceux qui, depuis des années et des années, prévenaient des méfaits d'une immigration mal contrôlée et mal intégrée. Donc évidemment qu'ils se sentent, à juste titre, coupables intellectuellement et moralement d'avoir appliqué ce traitement, y compris, très curieusement, ce gouvernement et ce président. La campagne présidentielle du deuxième tour a été plutôt de faire des risettes à l'extrême gauche, immigrationniste. Donc, comment voulez-vous... c'est difficile maintenant de se présenter en voulant effectivement tenter d'éradiquer le problème. J'aimerais qu'on écoute encore une réaction politique. C'est d'Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, qui stigmatise, lui, le laxisme et l'impuissance de l'État français. Écoutez-le. On a le devoir de se poser des questions pour éviter, si tant est qu'on le puisse, au maximum, qu'un tel drame ne se reproduise. Il y a des questions, et notamment pourquoi. Je salue le travail des enquêteurs qui a été rapide, efficace, mais il y a des doutes, il y a des interrogations. Pourquoi cette femme, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le ministre de la Justice vient de le rappeler, c'était le 22 août, était encore en France. C'est malheureusement le signe que, en matière d'expulsion des étrangers qui n'ont plus le droit de rester en France, il y a aujourd'hui un véritable laxisme, il y a une efficacité, il y a une impuissance. Voilà, pour Éric Ciotti, Louis Dragnel, d'Europe 1. Factuellement, objectivement, il a raison, parce que ça correspond à la réalité. Le drame, c'est qu'il faut attendre le massacre d'une petite fille pour que encore des personnes supplémentaires ouvrent les yeux sur le dysfonctionnement total et généralisé de l'immigration en France. L'immigration légale, ça va pas. L'immigration illégale, ça ne va pas. Et ensuite, si on va au bout du raisonnement, on veut se froisser avec personne, la France. C'est ça le problème. L'état du monde a complètement changé depuis les années 70 et on peut pas continuer comme j'ai vu le déplacement qu'Elisabeth Borne a fait la semaine dernière à Alger, où elle embarque la moitié du gouvernement pour essayer de récupérer 2, 3, 4, 5% d'augmentation de livraison de gaz supplémentaire à destination de la France en échange de visas, et à chaque fois on est toujours en train de s'excuser et en fait à un moment donné ça doit cesser. Et je pense que il faut avoir maintenant une relation mature avec les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. Il y en a qui jouent plus ou moins le jeu, l'Algérie clairement pas du tout, et je comprends toujours pas le sens de la volonté d'Emmanuel Macron de se rabibocher avec eux, parce que eux en fait s'en servent pour des enjeux de politique intérieure, ils jouent de nos faiblesses, et maintenant en fait faut dire stop. Économiquement on a des liens qui sont vraiment distendus avec l'Algérie, on a plus tellement d'intérêt à investir dans ce pays-là, donc s'ils jouent pas le jeu, je vois pas pourquoi est-ce que nous on est sans cesse à essayer de tendre la main, à s'excuser, à dire mais oui on va accepter toujours plus de visas. On avait menacé, Emmanuel Macron avait décidé de diviser par deux le nombre de visas, mais l'objectif de l'Élysée quand il vous parle en privé, c'est de revenir au nombre de visas qui étaient délivrés en 2019 si l'Algérie reconnaît beaucoup plus de ressortissants algériens que nous on cherche à expulser. Et du coup en fait on n'y arrivera jamais, et donc il faut accepter de se fâcher avec, je sais pas, je pense à l'Algérie, et on dit il y a plus de relations économiques. C'est un choix politique qu'il faut assumer, je pense. Chenu, après on passe à la oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Éric Ciotti qui dit il faut se poser des questions. Non, il est plus temps de se poser des questions. Enfin, Éric Ciotti et ses amis ont été au pouvoir aussi pendant des années. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils découvrent la vie, qu'ils découvrent la réalité. Je trouve que moi j'ai même voté pour ces gens-là. Donc je veux dire, ils ont échoué. Mais pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus mauvais que les autres, parce que ce qui
manque, c'est du courage politique. Et ce courage politique, ni les Républicains ne l'ont eu lorsqu'ils étaient aux responsabilités, pas davantage ne l'a le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oui, effectivement, comme dit Louis Dragnel, il faudra peut-être se fâcher avec certains, mais le courage politique, c'est ça, mais il faut savoir où on veut aller, et il faut savoir les priorités qui sont les nôtres. Il nous reste encore quelques minutes pour évoquer la situation sur le front de la pénurie de carburant. Ça ne s'arrange pas. Les raffineries, la grève dans les raffineries se poursuit. On va rejoindre sur place dans une station essence Thomas Goussard et Marion Bercher. Quelle est la situation actuellement ? Alors voilà, on vient de trouver une station qui vient juste d'ouvrir. On n'a plus le camion de ravitaillement. Il a fini de remplir les cuves, il vient de retirer ses tuyaux. Ce sont les premiers clients qui sont actuellement en train de se servir. Il y a déjà une queue qui s'est formée. Vous avez passé à peu près combien de temps dans la queue ? 30-35 minutes. Et comment est-ce que vous avez su que la station était ouverte, qu'elle était pleine ? En fait, je cherchais entre midi et les deux services de midi, je suis restaurateur. Et en fait, voilà, c'est en cherchant que j'ai trouvé. Encore 5 minutes de patience, bon courage. En revanche, pour ceux qui suivent, ça va être un peu plus compliqué. Je ne sais pas si on arrive à le voir à l'image, mais la queue qui s'est créée, elle va au-delà du rond-point déjà. Vous avez déjà 30 à 40 véhicules qui sont en train de faire la queue. Donc ces gens-là, ils partent pour une petite heure d'attente avant de pouvoir faire leur plein. Voilà, la situation, merci beaucoup Thomas, la situation ne s'améliore pas, Julien Drey. Là encore, il y a une impuissance de l'État à faire appliquer les réquisitions, le fait qu'on puisse obtenir du carburant pour aller travailler. Il y a visiblement des annonces qui sont faites et après, sur la réalité sur le terrain, ne suit pas. Bon, mais ça devient habituel. Moi, mon sentiment, c'est que les assemblées générales vont prendre en considération les choses qui sont faites, les éléments d'information. Les négociations salariales, notamment. Voilà. Et les éléments d'information que j'ai, mes modestes éléments, me laissent à penser que la situation va plutôt rentrer dans l'ordre dans les raffineries si le gouvernement ne crée pas des provocations qui radicalisent. C'est-à-dire les réquisitions, c'est des provocations. Les réquisitions, elles ne marchent pas parce que par ailleurs, c'est très compliqué à faire. Alors, ils annoncent des réquisitions, mais comme vous pouvez pas, c'est pas un robinet qu'on ouvre et puis hop, ça marche. Voilà. Donc, d'ailleurs, même les organisations syndicales qui ont signé les accords disent laissez-nous faire. Venez pas nous rajouter des réquisitions, ça nous complique la tâche. Louis Dragnel ? Laissez-nous faire, on veut bien les laisser faire, mais il n'y a toujours pas de carburant. Donc, vous allez aller. Moi, je considère au contraire. Vous allez prendre. Non, mais comme vous avez des relations avec le préfet du Nord, mais je pense qu'il va vous emmener, il va vous montrer comment ça marche une raffinerie. Il y a eu seulement 13 réquisitions qui ont été faites en France depuis le début du conflit. Les 13 ont été validées par la justice administrative. Oui, il n'y a aucun problème. Sauf que le problème, Julien Drey, c'est que mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et en fait, s'il y avait eu plus de réquisitions, ça pareil, c'est une question de courage politique. Ça aurait donné lieu à beaucoup plus de déblocage. Et enfin, je termine d'une chose. En 1992, Pierre Bérégovoy avait décidé de réquisitionner, d'en appeler aux forces armées. Il l'avait fait. Et ça avait permis de débloquer la situation. Non, c'est pas ça. Alors je sais que le gouvernement ne peut pas avoir 30 secondes. Quand Pierre Bérégovoy utilise l'armée, c'est pour débloquer les autoroutes qui sont paralysées. Avec des camions. C'est pas pareil. Mais du coup, en fait, tout est bloqué. Je veux bien qu'on fasse l'histoire. Moi, tout ce que je vois simplement, c'est qu'il y a 80 types qui gagnent 5 000 € par mois, qui arrivent à bloquer le pays. Et encore, raffinerie par raffinerie, il suffit qu'il y ait 2 grévistes pour empêcher le carburant de sortir. Je pense que ce pays est en panne. Et je pense que les Français s'habituent trop à cette situation. Et je trouve que les partis de droite, dont l'ADN est quand même le respect de l'état de droit, sont bien gentils avec la CGT. Sébastien Chenu, rapidement. Plusieurs choses. D'abord, on ne peut pas prendre le problème par la fin. C'est-à-dire que des réquisitions, c'est quand on a tout essayé auparavant. Ce gouvernement n'a évidemment rien anticipé, encore une fois, sur la situation sociale, le climat social des entreprises d'énergie. À cela s'ajoutent des comportements de grands patrons qui sont totalement irresponsables en matière de climat social et de négociations salariales. Deuxièmement, la CGT politise les choses, elle est sur un fond d'élection, de désignation du successeur. Ne soyons dupes de rien. Derrière ça, il y a des manœuvres. Troisièmement, moi je suis favorable à des hausses de salaire. On n'échappera pas à la problématique globale des hausses de salaire dans le pays, mais surtout dernièrement, et là je partage ce que dit Gilles-William Goldanel, on ne peut pas laisser le pays être bloqué. Je veux dire, ce n'est pas possible aujourd'hui que les Français qui ont tant de mal à boucler leur fin de mois, qui se lèvent et qui font des efforts pour aller bosser, ou qui aimeraient bosser,
hein. Il y a des gens aussi qui ont besoin de la voiture pour aller faire des entretiens, etc., soient sanctionnés par ce type de comportement. Ce n'est pas admissible. Ça n'évacuera pas la problématique des salaires qui, encore une fois, je le dis, est centrale dans notre pays. Et il y avait cette journée de mobilisation aujourd'hui. 100 000 manifestants au niveau national, 13 000 dans la capitale, avec 9 policiers blessés, 8 à Paris, lors des chauffourées. Aucun manifestant n'a été blessé. Loïc Ragnel, on a vu qu'il y a eu des black blocs qui s'en sont pris à des commerces dans le centre de Paris, ainsi qu'à une concession. Les black blocs, c'est devenu une malédiction pour les manifestations. Julien Drey, oui, c'est une malédiction parce que ça porte atteinte à ceux qui légitimement revendiquent dans le pays, parce qu'après on ne parle plus que de ça. C'est pour ça que ce ne sont pas des gens qu'on peut respecter. Merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve demain et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Sur Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zelani pour Europe Soir. Bonne soirée sur nos 2 antennes. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.